Non, le lien qu'il peut y avoir entre énergie et démocratie et la grande difficulté par rapport aussi à des expériences alternatives, y compris de gauche, c'est que l'augmentation de la consommation énergétique a été conçue comme un progrès de civilisation, a été conçue comme un indice de développement. Un pays développé, c'est un pays dont la consommation d'énergie par habitant est importante. Un pays développé, c'est un pays qui a très peu de paysans aussi. C'était ça les critères du développement. Une population dans l'agriculture qui baisse. Le summum des pays développés, c'est l'Angleterre, l'Europe, etc. Nous avons 3% de la population active dans l'agriculture. Et un autre critère du développement, c'est la consommation d'énergie par habitant. Et donc, l'augmentation de la consommation énergétique a été et est toujours ressentie comme un progrès de développement, comme un progrès de civilisation, et donc comme un progrès démocratique. C'est véritablement une des valeurs centrales de la modernité. Et il y a l'idée très forte, aussi bien au sud que chez nous au nord, où je pense que nous avons une intoxication énergétique beaucoup plus grande encore que dans les pays du sud. On est intoxiqué à la consommation énergétique. Il y a eu l'espoir de se libérer de toute la nécessité, ce que Marx, d'autres appelaient la nécessité, grâce aux esclaves énergétiques, grâce à une énergie abondante et à des esclaves énergétiques qui pourraient faire le travail à notre place, parce que le travail c'est une dépense d'énergie. Eh bien, remplaçons le travail humain par des esclaves énergétiques et ainsi nous pourrons parvenir au royaume de la liberté, complètement libérés de toute nécessité, de toute contrainte. Ça, c'est l'imaginaire moderne. Ça, c'est l'imaginaire capitaliste. De se libérer définitivement du travail, de la nécessité et de la contrainte. Et aujourd'hui, surtout, dans nos pays développés, nous sommes sidérés. Pourquoi ? Parce que nous sommes déjà en plane un peu, on est un peu intoxiqué au carbone, etc. Et on n'est pas très clair sur ces sujets-là, d'une part. Mais d'autre part, la nécessité fait surface. C'est-à-dire la réalité matérielle du monde dont nous ne pouvons pas nous extraire, malgré les grands rêves d'émancipation, accéder au royaume de la liberté, se libérer complètement de la nécessité, même plus besoin de travailler, etc., puisqu'on aurait des esclaves énergétiques qui feraient le travail à notre place. C'est ça le grand rêve émancipateur qu'a partagé la gauche. Et toute une grande partie de la gauche productiviste a partagé et partage ce rêve émancipateur d'une libération, justement, grâce à l'énergie, grâce à la technique, j'y reviendrai. Et là, c'est un verrou extrêmement important pour nous, pour penser véritablement la transition énergétique. C'est un verrou imaginaire, contre lequel nous avons véritablement à nous battre. Donc, cette idée d'esclave énergétique, se libérer de la nécessité. Et je disais, tout à coup, cette nécessité, elle refait surface. Concernant en particulier l'énergie, puisqu'on sait que c'est la nature de notre système énergétique, des choix énergétiques que nous avons faits, qui est à l'origine du dérèglement climatique que nous vivons aujourd'hui. Un dérèglement climatique, un réchauffement climatique, un désordre climatique, qui nous saisit. Pourquoi ? Et c'est là le problème par rapport à la démocratie. C'est que ce dérèglement climatique, ce n'est pas un dérèglement social traditionnel. Il n'est pas négociable. Il n'est plus négociable. On ne peut pas s'asseoir autour d'une table et discuter avec l'atmosphère et dire, voilà, maintenant, il faudrait un petit peu diminuer la durée de vie du carbone dans l'atmosphère. Il n'y a pas de négociation possible. Il n'y a pas de planète B, il y a des plans B, mais il n'y a pas de planète B, il n'y a pas d'autre planète que celle sur laquelle nous vivons. Et le réchauffement climatique, il est déjà enclenché, il est non négociable et irréversible. On ne peut pas se dire, bon maintenant, basta le réchauffement climatique, on revient au refroidissement. Ça, on ne peut pas le faire. On peut le faire dans le domaine social.
On peut dire, par exemple, basta la privatisation des services publics, désormais on décide effectivement de remunicipaliser l'énergie ou de réétatiser l'énergie, municipaliser, la confier à des associations coopératives. Ça fait partie de notre choix possible. Là, c'est le choix politique, le choix démocratique possible, à condition de mettre en œuvre les principes démocratiques pour arriver à ce choix. En revanche, dans la négociation avec la Terre, il n'y a pas de démocratie. Nous ne sommes pas dans un processus démocratique. Parce que là, réellement, nous faisons face à ce que nous pensions avoir éliminé toute contrainte géophysique, toute contrainte naturelle était parfaitement éliminée. On maîtrisait les lois naturelles, voire si on ne les maîtrisait pas bien, on allait les modifier. Et tout ça, c'était l'émancipation et la liberté. Et là, effectivement, nous nous heurtons à cette réalité géophysique qui est non négociable et qui donne, des conséquences. Bon, là je parle du climat, je pourrais parler de la biodiversité, mais l'énergie est reliée au climat. Et donc, quand on parle de démocratie, peut-être bien, je lance des pistes de réflexion. Je n'ai pas réponse à tout. Je crois qu'avant de donner les réponses aussi, il faut se poser les bonnes questions. Parce que si on se pose les mauvaises questions, on ne risque pas de trouver les bonnes réponses. Donc, je lance des pistes. C'est qu'aujourd'hui, cette notion de démocratie, elle doit être élargie. Elle ne concerne pas que les humains. Elle concerne aussi d'autres espèces vivantes qui sont là, avec qui nous partageons, dont nous dépendons, avec qui nous partageons cette planète qui s'appelle la Terre. Et c'est Vandana Shiva qui parle de démocratie de la Terre. Nous ne pouvons plus penser que nous avons entièrement toute maîtrise des choix. L'idée de l'humain entièrement maître de ses choix, souverain entièrement et maître de ses choix, je crois que là aussi ça fait partie de la vision d'une certaine modernité avec laquelle nous devons aujourd'hui réfléchir. Il y a des choses qui nous échappent et nous devons accepter qu'il y a des choses qui nous échappent. Nous ne maîtrisons pas tout, nous ne maîtrisons pas la durée de vie de l'atome de carbone dans l'atmosphère. Et tant mieux. Il y a aussi une extériorité à l'action humaine. Il y a une extériorité. Et c'est faute d'avoir considéré cette extériorité que peut-être aujourd'hui nous sommes dans une telle impasse. Parce que nous nous sommes crus surpuissants, capables de manager aussi bien les entreprises, toutes les entreprises, que la Terre. Puisqu'il y a des grands projets de management et de contrôle absolu de la Terre. Donc, la démocratie doit être questionnée par rapport à ça. Et je dois dire qu'aujourd'hui, dans cet espace démocratique que nous voulons créer, il y a une place particulière pour les scientifiques, pour tous ceux qui aujourd'hui ont véritablement sonné l'alarme, pas il y a 2 ans, 3 ans, depuis 50 ans, des gens qui sonnent l'alarme, qui nous avertissent, qui disent, qui travaillent au jour le jour, non seulement pour faire avancer les connaissances, mais pour rendre publiques ces connaissances, afin que nous nous en saisissions. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui envisager les autres mondes que nous voulons sans tenir compte de toutes les connaissances scientifiques dont nous disposons aujourd'hui grâce à toutes ces recherches qu'il y a partout dans le monde. Et donc nos choix démocratiques, qui sont là bien sûr, ne peuvent pas faire abstraction de ces connaissances aujourd'hui et des limites que nous indiquent aujourd'hui les recherches scientifiques. Je voudrais dire quand même que concernant cette transition, le terme transition laisse penser à juste titre que c'est un processus qui va prendre du temps, c'est un processus qui est enclenché, la transition, et qui va se jouer sur le moyen terme, sur le long terme. Je voudrais rappeler quand même qu'il y a une urgence. Si on regarde tous les derniers rapports scientifiques, et il y en a eu beaucoup pendant l'été concernant le climat, le temps pendant lequel nous pouvons encore agir pour tenter de contenir le réchauffement climatique, il se restreint considérablement dès lors que nous ne prenons pas des mesures adéquates. Dans un des derniers rapports qui a été publié dans la revue Nature,
il y a une alarme qui est vraiment lancée, à partir des données d'ailleurs du GIEC, si nous voulons respecter les objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire avoir 60% à peu près de chances de rester en dessous du réchauffement climatique moyen de plus de degrés, et l'accord de Paris c'est entre 1,5 degré et 2 degrés, eh bien nous avons une dizaine d'années, voire, c'est l'article de Jean Jouzel, ex-président du GIEC, qui est paru ces jours-ci, qui nous dit 3 ans. Nous avons 3 ans véritablement pour entamer une décroissance très forte des émissions de gaz à effet de serre, et en particulier de carbone, si nous voulons avoir quelque chance de respecter l'accord de Paris. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le côté irréversible, c'est que tout ce que nous continuons à émettre, nous ne pourrons pas à un moment dire « ah ben on reprend ». Certains pensent qu'on va pouvoir capturer le carbone que nous avons émis. Nous n'avons pas les technologies de toute façon. Ce seraient aussi des technologies énergivores pour aller capter le carbone qui a été émis. Et donc là, on retombe dans tous ces effets d'interdépendance et de boucle de rétroaction. Bien. Donc, il y a urgence, et sans doute, nous ne ferons pas l'économie de rupture aussi, de ce point de vue-là. De rupture. De collapse aussi peut-être, de collapse énergétique. Et ça, nous devons aussi nous préparer. Et justement, toutes ces expériences dont nous parlons, de relocalisation, de remunicipalisation, de réappropriation de l'énergie par des groupes de base, peut-être bien que dans une séquence dans laquelle il y aurait une véritable rupture énergétique, crise énergétique extrêmement grave, nous aurons à nous appuyer sur toutes ces expériences qui préfigurent justement le post-effondrement aussi. Un effondrement dans le domaine de l'énergie n'est pas du tout à exclure, avec des accidents énergétiques, des pannes énergétiques, des ruptures d'approvisionnement énergétique, avec tous les problèmes que ça peut poser à l'échelle globale, étant donné la croissance de la population aussi. Donc, ces expériences-là, en plus, nous préparent à ce que pourrait être un véritable collapse énergétique, et pourrait permettre d'éviter que ces ruptures énergétiques se traduisent par des régimes autoritaires, comme on peut imaginer que ce serait le cas, des régimes autoritaires qui affecteraient l'énergie selon des principes autoritaires et certainement extrêmement inégalitaires. Donc c'est là aussi que ces expériences, c'est pour cette raison aussi, du fait de la fragilité de nos systèmes énergétiques, de l'extrême précarité de ces systèmes, que nous avons à nous engager dans des expériences locales. Le local, ça peut être important, ça peut être l'échelle d'une ville, l'échelle d'une région, l'échelle d'un pays, parce que c'est aussi la préparation de l'après, et pas simplement du processus de transition. Nous avons le processus de transition et préparer l'après. Généralement, quand on parle de transition, tout le monde parle de transition énergétique aujourd'hui. Tous les grands groupes fossiles, etc., parlent de transition énergétique. En effet, la transition est souvent pensée du côté, je vais faire un peu l'économiste, du côté de l'offre. Dans l'énergie comme dans tous les biens, il y a l'offre et la demande. C'est pensé... D'accord. Oh là là, c'est pensé du côté de l'offre, la transition. Et donc, finalement, quand on pense la transition du côté de l'offre d'énergie, on pense généralement à la diversification énergétique, et on cherche à remplacer les énergies sales par des énergies propres. On recherche de nouvelles sources d'énergie, propres si possible. On recherche l'efficience énergétique. Tout ça, c'est l'économie verte. Elle sait assez bien le faire, c'est-à-dire qu'on ne remet pas, on ne questionne pas du tout la consommation énergétique. On ne se pose pas du tout du côté de la demande. Et aujourd'hui, l'essentiel des discours officiels sur la transition énergétique, ce sont des discours situés du côté de l'offre d'énergie. Comment offrir une énergie propre? Comment offrir une énergie suffisante? Et cela reprend tout à fait l'idéologie économique de la rareté. Il y aurait rareté énergétique, il y aurait de la rareté, et donc comment faire face à la rareté? Comment trouver de nouvelles sources d'énergie propres? Comment substituer de nouvelles sources d'énergie aux énergies sales? Et on est toujours du côté de l'offre.
En revanche, si on se pose du côté de la demande, et je pense que nous avons à nous poser du côté de la demande, parce que là peuvent surgir les questions politiques, c'est quels sont nos besoins? Qui évalue nos besoins? Quelles sont les normes que nous devons nous donner collectivement de ce que nous pourrions appeler ce qui est suffisant et ce qui n'est pas nécessaire? Ça, c'est un débat politique qui ne peut être mené que de manière démocratique. Quels sont nos choix? Mais là, la transition se situe du côté de la demande. Et c'est extrêmement important de comprendre ces deux pôles de la transition. Donc, quels sont nos besoins? Comment voulons-nous nous organiser pour satisfaire ces besoins? Comment aussi permettre une péréquation pour que justement il y ait un égal accès à l'énergie? On ne peut pas penser la transition sans penser la sobriété énergétique. Et je vais plus loin, on ne peut pas penser la démocratie sans penser la sobriété. C'est impensable. C'est précisément la privation de démocratie qui fait que, aujourd'hui, nous ne pouvons nous projeter dans l'avenir que dans le toujours plus. Parce que, dès lors qu'on parle de choix, de limites, organiser les discussions collectives, les discussions publiques sur quels sont nos choix, quelles sont les limites que nous acceptons, que nous nous donnons pour pouvoir vivre ensemble. Parce que notre problème, ce n'est pas l'énergie. L'énergie, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. Et quand on se situe du côté de l'offre, ça devient une finalité. C'est un moyen, l'énergie. Notre finalité, c'est comment allons-nous vivre ensemble? Comment allons-nous faire du commun entre nous et avec les éléments naturels et avec la Terre? Comment allons-nous créer cette communauté des vivants, disons? C'est ça notre problème. Et dans cette question-là sur la démocratie, je disais, il n'y aura pas de démocratie s'il n'y a pas d'autolimitation. La démocratie, c'est l'autolimitation. Là, je renvoie à tous les travaux de Castoriadis en particulier, qui dit une société qui ne sait pas s'autolimiter ne peut pas être une société libre. La liberté comme absence de limite, c'est la vision libérale de la liberté, voire ultra-libérale de la liberté, le refus de toute contrainte collective, le refus de toute limite. Et quand on parle de démocratie énergétique ou de démocratie et énergie, je crois qu'on ne peut pas évacuer la question de la technique, la question de la technoscience. En effet, il y a des techniques qui sont radicalement antidémocratiques. Je pense en particulier au nucléaire. Le nucléaire ne pourra jamais être démocratisé, parce que cela suppose une concentration extrêmement forte, du fait en plus que la technique n'est pas du tout maîtrisée, des dangers qu'il peut y avoir. Cela suppose des systèmes de sécurité extrêmement puissants. Et ça suppose, et le nucléaire est indéléblement marqué de sa confusion entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Donc le nucléaire n'est pas une énergie que nous pourrions un jour nous dire nous allons la démocratiser. L'atome public, même s'il est géré par des grands monopoles publics comme ça a été en France par EDF, elle n'est pas plus démocratique que l'atome privé. Parce que quand ça explose, ça ne fait pas de différence. Donc là, et ça suppose une centralisation extrêmement forte. Donc, parler de démocratie énergétique avec le nucléaire, c'est quand même un leurre. Ce qui a illuminé par rapport au nucléaire, c'est que ça paraît être une économie abondante. Et que si on réduit la démocratie à produire toujours plus et avoir tous accès à l'énergie en quantité plus grande, si la démocratie, c'est ça, ce que nous dit finalement toute l'idéologie économique, la démocratie, c'est consommer plus, consommer de plus en plus, pouvoir choisir entre 1000 marques de yaourt et 36 marques d'essence. Voilà la démocratie, le choix du consommateur, c'est le choix économique, le choix du consommateur. Effectivement, le nucléaire, c'est top. Mais si la démocratie, on la réfère aux politiques, et non plus à l'abondance économique, mais véritablement aux choix politiques, et aux choix sociaux, à ce moment-là, ce n'est plus cela. Donc, question de la technique et même les renouvelables. Les renouvelables, effectivement, sont des technologies qui sont beaucoup plus amicales, puisque ce sont des technologies qui dialoguent avec le vent, qui dialoguent avec l'eau, qui dialoguent avec l'air. C'est le soleil
Donc effectivement, là on voit bien un lien possible avec les éléments. Ce ne sont pas des technologies violentes. En revanche, dans le modèle capitaliste, des énergies renouvelables également, qui sont aujourd'hui envisagées de manière massive, c'est-à-dire des grandes concentrations d'éoliennes ou des grandes concentrations de machines solaires, etc., finalement on revient au système de concentration qu'a produit le nucléaire, c'est-à-dire une énergie aux mains d'intérêts privés, puissants, extrêmement concentrés, et pour lequel la démocratie ne veut absolument rien dire. Donc il n'y a pas de technique qui soit en soi démocratique. Il faut que nous nous approprions ces techniques, y compris les renouvelables, bien sûr. Nous devons nous approprier les renouvelables. Elles ont écrit un texte qui s'appelle Brut. Et elles rappellent qu'elles sont toutes les deux originaires donc, du Canada et très proches de toute la région des sables bitumineux. Et dans ce texte, elle montre comment, dans l'idéologie de l'extraction du pétrole, etc., l'idéologie vraiment de il faut prendre, etc., tous ces gens-là désignent les énergies renouvelables comme des énergies féminines. C'est-à-dire, et effectivement, quand on voit ce qui se passe dans l'Alberta, et là aussi il y a des connexions à faire avec toutes les réflexions qu'il y a au niveau de l'écoféminisme, etc. C'est vrai que les énergies type nucléaire, etc., l'extraction, sont souvent des énergies extrêmement viriles qui nécessitent des énormes machines. Si on regarde les films, il y a des documentaires sur l'extraction dans les sables bitumineux, c'est absolument terrible. Et à côté de cela, tout ce qui dialogue avec le soleil, avec la terre, avec l'eau, etc., peut apparaître comme a priori plus fragile, donc plus féminin, en tout cas plus dans le dialogue avec les éléments. Évidemment, c'est cela que nous devons privilégier dans le cadre d'une démocratie énergétique. Je suis très sensible depuis très longtemps à la question de la décroissance. Bon, à Attaque, il y a le débat. Qui n'est pas tranché, qui n'est pas tranchable, et qu'il ne s'agit pas de trancher. On peut vivre avec des différences, on doit apprendre à vivre avec des manières de penser qui ne sont pas identiques, des manières de s'exprimer qui ne sont pas identiques. C'est ça aussi la démocratie. C'est pas une seule voie. Quand on parle de sobriété énergétique, ça veut dire de réduction de la consommation énergétique. Et j'ai oublié de dire, si on prend le scénario négawatt, par exemple, en France, il s'agit de diminuer la consommation d'énergie, de diviser par 2 la consommation d'énergie. Je parle pour la France, je ne parle pas pour les pays du Sud. Là. Diviser par 2 la consommation d'énergie entre maintenant et 2050, ce qui est intéressant dans le scénario, c'est sans perte de confort de vie. Au contraire, il y a une amélioration du confort de vie. Parce que ce qu'on nous dit, vous voulez diminuer l'énergie, la consommation d'énergie, vous voulez revenir à la bougie. Bon, moi souvent je réponds, attention, des bougies, on risque bien d'en avoir besoin un jour. Donc, ne soyons pas méprisants par rapport à cette technologie, qui est une technologie intelligente, la bougie. Qui peut nous servir encore. Puis on parlait tout à l'heure de poésie, c'est assez beau en plus d'éclairage à la bougie. C'est beaucoup plus beau que les LED. C'est plus romantique, on a besoin aussi d'éclairage un peu plus comme ça. Donc c'est une technologie intéressante. Mais bon, on ne veut pas revenir à la bougie, parce que tous les scénarios nous montrent qu'aujourd'hui, nous sommes dans le gaspillage énergétique. Toute cette énergie qui est consommée, c'est pas pour notre confort. C'est pour le profit de ces transnationales qui vivent de l'offre de l'énergie. Ce n'est pas le confort des citoyens. Donc le chantage au confort c'est un mauvais sujet, j'ai oublié de le dire. Voilà pourquoi ce n'est pas austérité énergétique, c'est sobriété heureuse. J'ai voulu insister dans mon exposé, je conclus, sur le nécessaire changement dans notre propre imaginaire pour pouvoir nous engager. Première chose. Deuxième chose, l'urgence à s'engager. Je sais que parfois le discours de l'urgence est un discours qui peut engendrer du fatalisme en disant bon mais c'est trop tard, on ne peut rien faire. Et en même temps, moi je continue à tenir le discours de l'urgence
parce que ce n'est pas rhétorique. C'est pas pour faire peur ou à rhétorique, c'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité. Nous devons absolument, dans notre vie quotidienne, individuellement ou collectivement, nous engager dans ces expériences. Cet après-midi, on va parler d'Enercop. En France, nous avons un scénario de transition énergétique qui s'appelle, par exemple, il y en a plusieurs, Négawatt. En gros, qui consiste à dire la seule énergie qui ne pollue pas, c'est celle qu'on ne consomme pas, Négawatt, et non pas mégawatt. Donc, et leur scénario est intéressant parce qu'ils sont partis de la demande et pas de l'offre. C'est le seul scénario qui part de la demande. Il y a un scénario aussi plus officiel de l'ADEME qui arrive à peu près au même résultat, mais ils partent encore de l'offre énergétique. Alors que Négawatt, leur choix au départ, moi qui m'a paru très intéressant, c'est de partir de la demande, donc de la question politique, quels sont nos besoins? C'est la seule question politique. Comment voulons-vous nous vivre ensemble? Quels sont nos besoins? Que voulons-nous produire? Comment on le répartit? C'est ça la question politique. J'entends dire qu'il faut des sommes absolument gigantesques pour effectuer la transition énergétique. Ça, c'est le modèle dominant. C'est sûr que si on veut développer les centrales nucléaires, comme aujourd'hui celle qui se passe à Flamanville, qui est un monstre financier absolument terrible, là, il faut beaucoup de milliards d'euros, c'est sûr. Et on peut continuer comme ça. Technologies à base de renouvelables, etc., peuvent être déclinées, y compris, et c'est ça qui est intéressant, y compris dans des pays du Sud qui n'ont pas des moyens financiers absolument énormes, sans des investissements absolument colossaux. S'il s'agit de maintenir la consommation énergétique au niveau où elle est aujourd'hui, pour tous les peuples du monde, voire faire augmenter encore la consommation énergétique, nous avons besoin d'investissements colossaux. Mais ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons avancer vers une plus grande conscience politique énergétique et donc une certaine sobriété énergétique. Il est évident que l'organisation financière actuelle ne va pas permettre véritablement de poser démocratiquement la transition énergétique, dans la mesure où on connaît les lieux de pouvoir, avec tous les problèmes que nous savons, de paradis fiscaux, d'évasion fiscale. Donc il est plus que jamais nécessaire de se battre sur ces terrains-là, notamment l'évasion fiscale, toute la corruption qu'il peut y avoir au niveau des finances publiques, pour dégager des moyens, en particulier pour financer la transition énergétique. Donc là, on doit le relier. Bien sûr que notre épargne peut être placée dans des projets. Aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités pour placer notre épargne dans des projets sur des renouvelables, des projets coopératifs, etc. C'est le cas d'Enercop. On va en parler cet après-midi. Il y a aussi des parcs municipaux ou bien des parcs éoliens citoyens dans lesquels on peut choisir d'utiliser notre épargne privée pour faire avancer ces projets-là. Nous devons marcher sur les deux jambes, c'est-à-dire à la fois engager notre épargne sur des projets coopératifs, solidaires, etc. et nous battre pour récupérer tout cet argent qui est véritablement pillé dans le cadre de l'évasion fiscale et tout ce qu'on connaît des paradis fiscaux, etc. Donc là, il y a vraiment une bataille concernant tout ce qui est la finance. Et pas seulement l'évasion fiscale, mais aussi toute l'organisation financière qui draine la richesse vers la finance et non pas vers les activités qui pourraient générer effectivement des richesses en termes notamment de renouvelables. Et également se battre contre les subventions aux énergies fossiles. Suzanne Georges hier a donné le chiffre, le chiffre du FMI, c'est 800 milliards par an de subventions directes et indirectes aux énergies fossiles. Donc ça aussi, nous devons le mettre véritablement dans le débat public. C'est-à-dire que l'argent, il est là aussi. Donc c'est un problème de réorientation, et là c'est une question politique. Bien. Ce n'est pas vrai, il n'y aura pas d'aviation propre, on peut améliorer, il peut y avoir de l'efficience énergétique, elle est nécessaire, bon, tout ce qu'on veut, mais on doit réduire également les flux d'échange de marchandises
Nous avons besoin de ces échanges et certaines marchandises peuvent continuer à transiter. Mais il y a des aberrations totales qui sont portées par ces traités de libre-échange. Donc là aussi, il ne faut pas se faire d'illusions. Nous devons nous engager dans des expériences de relocalisation. Mais s'il n'y a pas rupture concernant les traités de libre-échange en particulier, nos expériences de relocalisation risquent bien de ne pas être pérennes et de ne pas suffire pour inverser la tendance. Donc là aussi, on marche vraiment sur les deux jambes, et je crois que c'est cette culture-là que nous devons faire grandir. Pour présenter ce livre, qui est un livre, une publication Attaque aux liens qui libèrent, mais ce livre qui s'appelle Le monde qui émerge, la couverture est discutable, mais l'éditeur nous l'a proposé et imposé, il faut se presser le citron, en gros, pour pouvoir faire émerger ces nouveaux mondes. Ce livre, c'est la collaboration de 3 grands réseaux. Il y a donc Attaque France, on parlait tout à l'heure de la Fondation Solone en Amérique latine, d'un groupe aussi d'Asie, Focus on the Global South. Il y aura des représentants ici de Focus, et avec le soutien du CCFD, soutien financier en particulier du CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement dans le monde, quelque chose comme ça. Le monde qui émerge, c'est justement la confrontation dans ce livre, le dialogue entre plusieurs continents, entre plusieurs cultures, sur les alternatives. En particulier, il y a donc plusieurs chapitres. Elisabeth a écrit un chapitre sur l'écoféminisme et a participé à un chapitre avec Christophe Aguiton sur les communs, c'est-à-dire une nouvelle manière de repenser peut-être le féminisme, les communs, la propriété. Il y a 2 chapitres qui ont été écrits par Pablo Solone sur le buen vivir, le bien vivre, qui est une manière de voir le monde qui est née dans une partie du monde, voir dans quelle mesure ça peut dialoguer avec d'autres manières de voir le monde qui sont nées ailleurs. Il y a un chapitre sur les droits de la terre, là aussi qui ne nous est pas familier pour nous, Européens. Moi j'ai écrit un article sur la décroissance, justement. Mais la décroissance, c'est une notion qui est née en Europe, essentiellement. Et donc c'est confronter comment la décroissance, qu'est-ce que ça peut dire pour ceux qui aujourd'hui défendent le bien vivre, ou les droits de la terre-mère, ou bien les communs. Donc c'est une mise en dialogue de ces paradigmes qui ne sont pas des paradigmes totaux, des paradigmes globaux, mais qui sont sans doute des morceaux de paradigmes pour envisager des nouveaux mondes, et qui se complètent. Il y a l'idée de complémentarité, plutôt que l'idée d'opposition. Donc voilà, ça s'appelle Le monde qui émerge. Donc voilà, donc je conclue là-dessus, et je vous remercie. J'ai intitulé, mais c'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup, à quoi je pense que nous devons réfléchir. J'ai intitulé mon intervention « Agir et penser avec l'effondrement ». Dans ces 4 jours, nous avons parlé partout de crise. Crise du travail, crise de l'emploi, crise économique, crise sociale, crise écologique, crise démocratique, crise. Et je crois que peut-être nous devons maintenant aussi nous situer dans un autre récit, celui qui n'est plus simplement une crise ou une série de crises plus ou moins coordonnées, mais bien d'un effondrement et de la fin d'un monde. Je n'ai pas dit la fin du monde, mais de la fin d'un monde. Alors évidemment, je prends énormément de précautions pour avancer cela. C'est pour ça que dans mon introduction, j'ai bien voulu commencer par le monde qui émerge, les mondes qui émergent, et que c'est peut-être justement parce que nous avons aujourd'hui, nous devons désigner ce qui nous arrive, nous devons mettre des mots sur ce qui nous arrive pour retrouver justement toute l'énergie, toutes les forces et toute la capacité de penser ce qui nous arrive.
Et penser ce qui nous arrive, c'est mettre des mots. Or, aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que nous ne sommes plus dans une crise. Une crise, c'est quelque chose qui est relativement bref. Il y a un avant, il y a une période de crise, et puis il y a un après, il y a une sortie. Et généralement, à la sortie, on parle de sortie de crise, on pense retrouver le monde, plus ou moins le monde d'avant. Voire même, on a pu penser que les crises étaient nécessaires parce qu'elles sont une sorte de régénération. Tout ce qui est un peu désuet, obsolète, etc., disparaît pendant la crise, et ainsi, après la crise, tout ce qui ne marchait pas bien a disparu, et donc on retrouve une sorte de régénération d'après la crise. Ça, c'est typiquement la pensée progressiste, l'idée qu'il y aurait un sens linéaire de l'histoire qui irait toujours vers du mieux, les crises s'enchaînant, mais malgré tout, à chaque fois, on irait quand même vers du mieux. Donc une conception assez linéaire du temps, et dans l'idée de crise, il y a l'idée de réversibilité. Finalement, bon, on passe un mauvais moment, mais une fois que le mauvais moment est passé, mais après, cela ira mieux. Or, et c'est tout le mérite, je dirais, de ce que nous vivons aujourd'hui concernant l'effondrement écologique, de nous éclairer sur cette question de la réversibilité. Aujourd'hui, les catastrophes écologiques sont irréversibles. Le réchauffement climatique est irréversible. La diminution de la biodiversité est irréversible. Je ne peux pas recréer des espèces disparues. Et je pense que là, ces catastrophes écologiques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, pour ce qui est de l'écologie, on n'a pas trop de mal à parler de catastrophes. On a plus de mal pour d'autres situations. Eh bien, nous indique que nous avons peut-être à changer, en tout cas, nos manières de raconter notre histoire et notre désir de changer. Parce que dans l'idée de crise financière, démocratique, sociale, il y a l'idée de possibilité de trouver des solutions entre nous, de discuter de manière à trouver la sortie de crise, une fois des rapports de force installés et de discussions, des négociations qui s'enclenchent. Là, avec qui allons-nous négocier le réchauffement climatique? Donc, on ne négocie pas avec les écosystèmes. Et là, nous découvrons, et nous devons le découvrir, assez médusés, que nous ne sommes pas les maîtres sur Terre. Qu'il y a un extérieur à l'expérience humaine. Que certes, l'expérience humaine est une expérience extraordinaire, mais qu'il y a un extérieur, que nous ne sommes pas les créateurs de ce monde, comme on a pu le croire. Les infinis créateurs de ce monde et ceux qui peuvent absolument tout réguler, y compris le climat de la planète et tout le système terrestre. Donc nous sommes en train de le découvrir. Et plutôt que de mettre ça sous le tapis en nous disant non mais ça va aller mieux, eh bien nous devons l'affronter. Parce que peut-être, dans cette perte de maîtrise, perte de croyance de maîtrise, allons-nous retrouver des possibilités d'action que nous avons abandonnées, que nous ignorons, parce que nous nous en sommes remis à cette idée de pas de problème, on trouvera toujours une solution, et en particulier une solution technique. Donc, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas réversibles, qui ne sont pas négociables, et qui en plus, nous disent les scientifiques, ne sont pas prévisibles. Nous avions été habitués aussi à faire des prévisions, moyen terme, long terme, qui nous permettaient de nous orienter dans le monde de l'avenir sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça a été tous les grands plans, tous les systèmes de planification qui étaient fondés sur une prévisibilité du monde. Et là, notamment du fait des déraillements écologiques, eh bien, nous avons perdu très largement de la prévisibilité du monde, puisque nous savons aujourd'hui qu'il y a des effets de seuil, au-delà duquel certains phénomènes ne sont plus maîtrisables. C'est ce que nous disent les climatologues, c'est que passé certains seuils, eh bien, le changement climatique peut devenir totalement chaotique sans que nous ayons les outils pour véritablement maîtriser ce réchauffement climatique et ses conséquences. Il y a aussi l'effondrement social et l'effondrement politique. Aujourd'hui, je le disais hier, donc l'effondrement écologique, on le comprend assez bien. L'effondrement social et politique, c'est l'idée qu'il y a dans nos sociétés des générations qui sont sacrifiées. Des générations qui sont sacrifiées en Europe et dans le monde
il y a des cultures qui sont sacrifiées, il y a des langues qui sont sacrifiées, des cultures qui vivaient dans des écosystèmes particuliers, qui sont sacrifiées, qui disparaissent. Et chaque fois qu'une langue, chaque fois qu'une culture disparaît, eh bien c'est une perte de civilisation pour l'ensemble des cultures. Parce que là aussi, notre culture ne peut exister qu'en relation avec d'autres. L'idée d'une culture unique est une absurdité absolument totale, puisque la culture, elle naît de l'altérité et de la discussion avec l'altérité. Et donc l'idée d'une culture unique, d'une culture mondiale unique, qui est le grand projet des transnationales, de la mondialisation néolibérale, etc., c'est mortifère. Mortifère pour la civilisation. Et donc, là aussi, on voit qu'il y a un effondrement extrêmement important, et je dirais que nous vivons aussi aujourd'hui un effondrement civilisationnel. Et ça, nous devons l'affronter aussi. On a beaucoup parlé dans cette université de la question des migrations, des migrants. Je sais qu'ici, évidemment qu'il y a une solidarité qui s'exprime par rapport à tout ce qui se passe sur les migrations. Mais nous savons aussi que cette solidarité, aujourd'hui, elle n'est pas suffisante. Et nous savons que si nous tolérons ce qui est en train de se passer pour les migrants, c'est aussi une perte de civilisation globale. C'est de l'ordre de l'insupportable parce que cela touche à des valeurs humaines fondamentales. Et que si nous laissons faire ceci, ça veut dire que si aujourd'hui nous supportons ce qui se passe au niveau des migrants, nous supporterons beaucoup de choses. Et donc là aussi, le fait que les réactions politiques, en tout cas, soient aussi peu importantes, enfin, soient en deçà de tous les défis qui sont devant nous, témoigne aussi d'un certain effondrement civilisationnel. Nous ne sommes pas du tout à l'abri d'une véritable catastrophe économique, en particulier d'un effondrement financier. La crise financière de 2008 n'a pas abouti à se donner des outils qui permettent véritablement d'éviter qu'un nouvel effondrement financier puisse advenir dans le monde dans lequel nous sommes. Voilà pourquoi je pense qu'on peut parler véritablement d'un effondrement, d'une catastrophe et de la fin d'un monde. Alors c'est difficile de parler de la fin d'un monde parce qu'il ne s'agit pas d'une vision millénariste, il ne s'agit pas non plus d'une vision de celle que nous pouvions avoir sur la crise du capitalisme, la dernière des dernières crises et l'avenir radieux qui était promis à la fin de ce monde-là. Non, la fin de ce monde, elle est très dangereuse. Et l'avenir qui se dessine pour la fin de ce monde n'est pas un avenir obligatoirement radieux, il sera ce que nous en ferons. Mais il n'est pas obligatoirement radieux. Nous avons aujourd'hui des défis absolument énormes à relever, aussi bien au niveau agricole qu'au niveau alimentaire, que concernant l'énergie, la population, la santé, etc. Tout ceci dans une instabilité du monde, instabilité écologique, politique et financière. Nous avons des défis immenses. Donc, il ne s'agit pas de dire « ça y est, c'est la fin du capitalisme, on va enfin pouvoir respirer ». Ce qu'il peut y avoir après peut être pire, bien pire. Et donc, il ne faut pas se cacher, se voiler la face. Donc, je pense que souvent, nous hésitons à parler de la fin de ce monde parce que c'est souvent relié à toute la rhétorique que nous avions pu avoir dans les années 60-70 sur « ça y est, c'est la fin du capitalisme et le passage au socialisme ». Non, c'est porteur évidemment de nombreuses menaces. Le capitalisme s'est totalement recomposé autour de la catastrophe. Ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que Naomi Klein avait décelé il y a déjà quelques années, mais ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme de la catastrophe, le capitalisme du capitalisme se nourrit aussi de ces catastrophes. Il les provoque et il s'en nourrit, et à partir de ces catastrophes, il trouve aussi de nouveaux champs, de nouveaux champs de valorisation. Simplement, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'il atteint des limites qui lui sont extérieures. Le capitalisme n'est plus soumis seulement à des contradictions internes, ce qui était le discours que nous avions traditionnellement de contradictions internes au capitalisme. Il se heurte à des limites externes qui sont des limites géophysiques, des limites matérielles, des limites naturelles qui ne sont pas négociables. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir de fuite en avant, de tentatives d'accaparement des ressources par quelques-uns, et ces tentatives, elles sont d'autant plus fortes aujourd'hui que ces ressources, justement, tendent à se réduire.
Et donc les luttes pour l'accaparement des ressources sont encore plus fortes, les conflits sont encore plus puissants aujourd'hui justement du fait de l'effondrement. C'est parce qu'il y a aussi effondrement que ces conflits, ces guerres pour les ressources ont une telle force et sont aussi dangereux. Donc nous vivons dans ce système-là qui aujourd'hui est lourd de menaces et qui aujourd'hui ne porte plus de promesses. Écoutez les dirigeants de ce monde-là, écoutons les élites économiques, financières, que nous promettent-ils? Écoutons bien, pas grand-chose. La promesse essentielle, c'est une promesse technologique, éventuellement. C'est-à-dire, grâce à la technique, grâce à la science, on va pouvoir dépasser ces énormes menaces qui pèsent sur les humains et sur les autres espèces vivantes, sur la Terre en général. Et donc il y a une promesse technologique de santé, d'espérance de vie qui augmenterait, de voire même d'éternité, etc., etc. Donc c'est ce type de promesse qui aujourd'hui est mise en avant. Et à part cela, il n'y a pas véritablement de promesses. Les promesses viennent de ces mondes qui émergent. C'est là qu'on trouve des promesses. Et encore une fois, ce ne sont pas des promesses qui sont coupées de toute implication concrète, ce ne sont pas des promesses abstraites, ce sont des promesses qui se construisent très concrètement et qui ont affaire à d'énormes difficultés, à des blocages, mais aussi à des possibilités qui, dès lors qu'on décoince un petit peu cet imaginaire de la croissance, de la productivité, de l'efficacité, etc., eh bien, aujourd'hui, nous livrent quelques promesses. Et nous savons que dans ces mondes qui émergent, toutes ces résistances, toutes ces expériences, et c'est ça, je pense, qui est nouveau, et que je soumets vraiment à l'Assemblée, c'est qu'en fait, nous ne construisons pas simplement des résistances, nous ne construisons pas simplement des alternatives pour des alternatives. Nous construisons aussi une certaine résilience du monde. Alors je sais que ce terme, il faut l'employer extrêmement délicatement aussi, parce que comme beaucoup de ces termes, développement durable, soutenable, etc., il est repassé à la moulinette de la novlangue internationale, néolibérale, etc. Il n'en reste pas moins que cette idée de résilience, c'est la capacité des sociétés, des groupes, des communautés à faire face à des chocs. Et je crois que ça, par exemple, l'expérience des villes en transition, des villes lentes, ont compris cela, c'est-à-dire se reconstruisent à partir de l'idée que nous allons avoir à faire face à des chocs. Et face à cela, si nous n'avons pas anticipé ces chocs, et ces chocs sont inévitables, ces chocs sont inévitables, et donc toutes ces expériences que nous faisons aujourd'hui, tous ces mondes que nous tentons de faire émerger, ce sont des mondes aussi qui contiennent en eux la possibilité de faire vivre encore un monde commun, et de se préparer aussi pour des mondes du post-développement, de la post-croissance, des post-fossiles, et peut-être d'un monde qui va exister, je dis d'un monde du post-catastrophe aussi. Voilà pourquoi des expériences qui se passent dans des villes comme Détroit, par exemple, ou d'autres villes encore, qui se construisent vraiment sur l'effondrement de ce qu'a été la société industrielle automobile pour Détroit, et qui n'est plus aujourd'hui, avec la position particulière des États-Unis, etc., eh bien, cela préfigure peut-être la façon dont nous avons à nous organiser pour pouvoir poursuivre notre aventure collective humaine sur cette planète, résistance, des expériences, mais aussi construire des capacités, des communautés, des sociétés à résister à des chocs. Sinon, nous risquons bien, d'ici quelques années, à être condamnés à des stratégies de survie. Et là, ces stratégies de survie sont précisément des stratégies qui souvent s'appuient non plus sur des régimes démocratiques, mais peuvent s'appuyer sur des régimes extrêmement autoritaires qui, au nom de la survie, peuvent se libérer de tout ce que nous avions construit de droits humains, de droits sociaux, de droits politiques, au nom de la survie, d'une survie. Voilà pourquoi je pense que cette question de l'effondrement, cette question de la catastrophe qui, devant nous, doit maintenant aussi être dans nos débats. Nous ne pouvons plus faire comme si cela n'existait pas.
les rapports sur le climat, je conclurai avec ça, les rapports sur le climat qui ont été publiés cet été par plusieurs groupes de scientifiques sont extrêmement alarmistes. Aujourd'hui, nous devons combiner absolument cette conscience de l'urgence avec des visions, c'est-à-dire que nous ne voulons pas simplement pallier aux urgences, nous voulons en même temps faire valoir des visions pour des mondes que nous voulons, que nous souhaitons. Nous ne voulons pas simplement survivre. Notre problème, ce n'est pas la survie. Ce n'est pas la survie comme espèce biologique. Ce que nous voulons, c'est faire vivre des sociétés démocratiques, justes, bon, etc., qui puissent vivre véritablement en coopération avec cette terre, avec cette planète que nous avons en partage. Or, ce qui est à craindre, si nous ne nous emparons pas de ces sujets, c'est que les stratégies de survie, à un moment donné, deviennent dominantes. Et ces stratégies de survie, ce sera la guerre de tous contre tous. Et ces stratégies de survie ne sont pas des stratégies qui permettent véritablement la démocratie. C'est dans ce sens qu'il faut que ces sujets, maintenant, il me semble, vraiment pénètrent l'espace public, que nous débattions là-dessus, sur ces notions de, moi je dis résilience, on peut trouver d'autres termes, c'est-à-dire comment construire des communautés capables de résister à des chocs, tout en inventant véritablement des manières que nous souhaitons, que nous désirons de vivre ensemble. Je vous remercie.